chers téléspectateurs, chers internautes, merci de nous recevoir dans le cadre de notre émission L'Interview. L'interview sur les ondes de Cabo 23 nous amène à rencontrer un éminent docteur, un fervent serviteur de la nation qui est là, avec qui nous allons nous entretenir sur des questions de notre société. Docteur, bonjour. Bonjour, monsieur Moutendi. Alors, nous vous invitons donc à vous présenter à l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci, je suis le docteur Pierre Piebi Oyoubi, médecin généraliste à la base, spécialiste de la sexologie médicale, inventeur de la phagaricine 532. J'interviens ce jour en ces qualités pour vous présenter, pour vous donner des réponses suite aux interrogations qui me seront posées. Sinon, je suis un peu connu de vous, puisque nous avions l'habitude d'échanger quand il s'est agi des pathologies, des problèmes de Covid et d'autres problèmes de santé. J'ai toujours été favorable à cet exercice de questions-réponses. Alors, pour d'autres qui arrivent et qui découvrent le docteur Piebi, il serait tenté de lui poser la question, qui est le docteur Piebi? Le docteur Piebi, je suis médecin sexologue, je suis professeur de médecine, je suis médecin sexologue chercheur et aujourd'hui je suis médecin à la retraite parce que, ayant servi l'État jusqu'à l'âge de la retraite, et je suis aujourd'hui titulaire d'une polyclinique, la polyclinique Mao Midi Espoir, située au Bad Guégué. Donc, je suis d'origine gabonaise et je continue à traiter les patients qui ont besoin de mes services. Surtout en matière de sexologie, je reste encore un des seuls sexologues connus dans ce pays. J'invite à ce sujet la formation de nouveaux spécialistes dans ce domaine qui est très important de la santé publique. Pour ce faire, comme plusieurs me connaissent, je suis inventeur de plusieurs médicaments, plusieurs molécules. Il y a d'abord la phagaricine qui est un de mes produits phares que vous connaissez, que vous utilisez souvent pour tout. Quand il s'agit d'une épidémie, nous mettons souvent à contribution notre phagaricine. Quand il s'était agi du sida, la phagaricine a fait ses preuves, a obtenu des distinctions, on a eu des brevets. Quand il s'est agi de la Covid, n'en parlons plus, la phagaricine a encore fait ses preuves, elle a solutionné en partie ce problème. Donc je suis là, je suis avec vous des questions et je répondrai. Alors, docteur, est-il encore possible aujourd'hui que cette phagaricine, dont vous en êtes le concepteur, l'inventeur, puisse être disponible pour l'ensemble des citoyens, des nécessiteux? Oui, la phagaricine est toujours disponible. La phagaricine est un produit issu de la pharmacopée gabonaise. Et c'est un produit qui est fait à base des plantes médicinales gabonaises, pour bien expliquer. L'essence naturelle. Voilà. Et généralement, les produits issus de la pharmacopée ont plusieurs principes actifs et agissent sur plusieurs domaines. La phagaricine, qui a suivi plusieurs transformations, qui a bénéficié de plusieurs études, a été identifiée comme antifongique, comme antibiotique, comme antiviral. Et secondairement, il nous revient que c'est un produit qui agit aussi sur les mécanismes d'érection. Donc, il y a plusieurs
effets bénéfiques à partir de la fagaricine. Pourquoi est-il antifongique, antiviral et antibiotique? Pourquoi ce triptyque? Antifongique, parce qu'il agit, il traite les mycoses. C'est pourquoi il est antifongique. Antiviral, parce qu'il soigne les maladies virales, tout ce qui est à base de virus. Antibiotique, parce qu'il soigne les maladies microbiennes. Ça a été identifié par les recherches menées jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs principes actifs contenus par ce remède qu'est la fagaricine. Oui, suite à l'extraction de ces principes, il avait été retenu que la fagaricine a plus de 1600 principes actifs. Ces résultats m'ont été donnés par un laboratoire allemand, confirmé par un autre laboratoire belge, et reconfirmé en France que la fagaricine a plus de 1600 principes actifs. Et à l'occasion, il m'est revenu de savoir que les plantes médicinales ont plusieurs principes actifs. Et tous ces produits issus des essences naturelles peuvent donc retrouver ici au niveau du Gabon, toutes ces plantes composant la fagaricine. Bien sûr, bien sûr. La fagaricine en elle-même, je vous disais qu'elle a plusieurs principes actifs, et c'est parce que nous n'avons pas assez d'argent. Avec 1600 principes actifs, on pouvait faire 1600 médicaments, pourquoi pas? Si chaque principe actif peut donner droit à un médicament, on peut faire 1600 médicaments. C'est parce que nous n'avons pas assez de moyens que nous nous sommes arrêtés à ces 4 principes qui ont été retenus. C'est donc dire que pour atteindre véritablement cet objectif, parvenir à la réalisation de cette composante telle que vous le présentez, il faut dire que le docteur Piebi a nécessairement besoin d'être soutenu. Mais évidemment, vous voyez que cette recherche, je l'ai menée seule. Puis vous le dites, je l'ai menée seule. Au départ, j'ai vendu des maisons ici. Au moins 5 de mes maisons, j'ai vendu. Et d'autres biens. Pour avoir droit à ce brevet. J'ai été aidé dans le passé, il faut le dire, par le défunt président Mabongo et ses amis des pays voisins, parce que voilà pourquoi les Gabonais n'ont pas de médicaments, ne mettent pas sur le marché des médicaments. Malheureusement, même sur le plan international, il n'y a que 3 médicaments gabonais qui sont connus. À savoir, il y avait le lambarène du docteur Albert Schweitzer, que j'ai découvert en Europe, quand j'étais en Europe. Il y a la fagaricine du docteur Piebi, que je suis. Et aussi l'IM28, évidencié au Canada par le défunt professeur Mavungo. Il y avait bien sûr les médicaments officinaux, le Nuit Blanche, les OGAB, beaucoup d'autres médicaments qui ont été mis en évidence par le défunt professeur Gassita. En dehors de cela, aucun autre Gabonais n'a mis en évidence un médicament connu internationalement. à quoi tout cela a été Parce dû? que pour faire la recherche, pour mettre un médicament en évidence, il faut avoir des ressources financières suffisantes. Pour mettre en évidence un médicament, il faut avoir au moins 900 millions de francs CFA. 900 millions de francs pour faire sortir un médicament. Je crois que les Gabonais, que nous sommes, avant cette mentalité de mettre de l'argent avant pour
faire une étude comme ça jusqu'à mettre sur le marché un médicament? Je ne pense pas. Nous sommes habitués aux ventes rapides, aux résultats rapides. Il faut le faire, il faut y croire et il faut le faire. Il faut avoir des moyens. La recherche individuelle chez nous, malheureusement, n'est pas soutenue. Nous ne sommes pas riches pour prendre des crédits dans des banques. Il faut aussi avoir des banques qui puissent vous soutenir. Vous amenez un projet comme ça dans une banque, je veux inventer un médicament, vous ne serez jamais suivi. Vous ne serez jamais soutenu. Mais pourtant, l'État gabonais est censé tout de même accompagner ses chercheurs s'il fallait qu'il y ait un bon résultat. Je ne sais pas si vous en connaissez un. Je vous ai cité 3 médicaments connus internationalement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si l'État gabonais a soutenu le docteur Chezer pour mettre en évidence le Lambarène. Je ne pense pas. La fagaricine, je suis encore vivant moi-même. Je vous dis que je n'ai reçu aucune aide de l'État jusqu'à ce stade. Aucune aide de l'État jusqu'à ce stade. Nous nous sommes constitués en société savante qu'on appelait Ségarès, avec les défunts, avec Noé Mwa, le défunt Nambangema, le défunt professeur Mvondong Simon-Pierre, le défunt Mavungu, le défunt Gassita, tous ces gens se sont constitués de Ségarès, pressés d'obtenir de l'État une certaine aide. Le silence demeure jusqu'à présent. Donc, je ne vois pas l'État. Quel État? L'État soutient une recherche. L'État soutient une recherche initiée par le scénariste, je pense. Je suis comme vous à la télévision. L'État soutient peut-être les recherches initiées par le scénariste, qui malheureusement n'a jamais pu mettre sur le marché un médicament gabonais. Ce sont des recherches individuelles qui ont donné des fruits. Et celles-là ne sont pas du tout soutenues. Comme Balifametra, par exemple. Voilà. Allez à Ifametra, allez voir. Il y a des problèmes, il y a des sérieux problèmes de budget là-bas aussi. Puisque nous avions un partenariat de Ségarès et l'Ifametra. On n'a pas pu continuer parce qu'il y avait des problèmes de budget. Voilà. Sinon, IFAMETA, c'est la structure qui nous aurait accompagnés sur le plan scientifique, sur le plan de la réalisation des comprimés et autre chose. Docteur, est-il possible qu'un véritable développement puisse avoir lieu sans pour autant que l'État ne puisse tenir compte de sa recherche scientifique? Est-il possible, à votre avis? Vous savez que aucun État ne peut harmonieusement se développer s'il n'est pas soutenu par une recherche scientifique réelle. L'État a besoin des chercheurs. Quand vous regardez, nous sommes, il paraît que nous calquons la France. Il paraît, je dis bien. Mais quand vous regardez un peu ce qui se fait en France, les 3 cas de projets sont faits au niveau de l'INPI. Les inventions sont faites au niveau de l'INPI là-bas. Vous voyez combien de structures de recherche sont mises en place dans ce pays occidental. Ils ont compris la place de la recherche. Déjà, nous médecins, tout médecin est un chercheur opérationnel. Parce que quand il prescrit son traitement, quand il a choisi de prescrire un téléphone à un patient, et qu'il prescrit le même médicament à un autre patient, il est peut-être sûr d'obtenir d'autres résultats, des résultats différents. Parce que tous les patients ne sont pas pareils.
C'est pourquoi les médecins traitent les malades, mais pas les maladies. Les maladies peuvent être les mêmes, mais les malades ne sont pas les mêmes. D'où intervient la notion de recherche opérationnelle. Les médecins font de la recherche opérationnelle. Alors, nous avançons progressivement. Vous qui êtes un spécialiste de la santé, hein, de toutes les façons, quelle est la lecture que vous faites exactement, chemin faisant, au niveau, par exemple, du secteur de la santé au niveau de la nation gabonaise? Au niveau de la nation gabonaise, le secteur de la santé est un secteur infirme, excusez-moi de le dire comme ça. Il se tient sur un pied. Comment vous l'expliquez, docteur? Parce que au Gabon, le ministère de la Santé est juge et partie. Soyez plus explicite. Je vais vous dire un exemple. Quand il y a des contrôles au niveau du ministère de la Santé, c'est des contrôles qui sont adressés à des structures privées. Des contrôles partent du ministère de la Santé vers des structures privées. Pensez-vous que ces contrôles sont orientés? Je vous le dis. La preuve en est que est-ce que vous allez comprendre que le CHU, qui est notre établissement phare, allez-y comprendre qu'au niveau de cet établissement, il puisse manquer de l'eau dans les sanitaires. Qu'il ne puisse pas avoir des toilettes opérationnelles. Et ce même ministère, au lieu de régler ce problème, enverra des inspecteurs aller contrôler les structures privées qui ont de l'eau même dans leurs sanitaires, dans leurs toilettes, dans les salles d'eau, dans les salles de bain. C'est pour dire que le ministère de la Santé fonctionne sur un pied. Il n'y a pas d'outil de contrôle. Pas d'outil de contrôle fiable. Et puis, qui peut contrôler qui? Vous n'allez pas demander à une inspection générale de la santé, qui fait partie du ministère de la Santé, qui dans l'organigramme est rattaché au cabinet du ministre, d'aller contrôler un CHU, qui reçoit les instructions du ministère de la Santé, du même ministère de la Santé. Ce serait ce contrat. Ce serait ce contrarier. Voilà un problème aigu, connu des autorités. Qu'il va falloir d'ailleurs voir. Un problème aigu, connu des autorités, mais qui ne veulent pas lever le petit doigt. Parce que tout le monde se contente, tout le monde est content de voir ce qui se passe. Mais qui pourtant, selon vous, docteur, pose un problème majeur. Un problème majeur. Moi-même, j'étais du ministère de la Santé. Je suis agent du ministère de la Santé. Je reconnais ces manquements. Et j'ai toujours publié. J'ai toujours dénoncé cela. Personne ne fait attention. Parce que nous pensons que c'est bien. Nos médecins, qui sont très bons, très bien formés, sur le plan scientifique, sont très bien formés. Mais est-ce qu'il y a une structure qui les évalue régulièrement ici au Gabon? Une structure n'est mise en place pour évaluer les compétences des praticiens, soit infirmiers, soit médicaux, qu'une structure n'existe. Vous voulez qu'on avance? Vous voulez qu'on soit compétitif? Je pense qu'il y a des problèmes à régler. Donc l'organisation est mal faite déjà au départ. Quand nous étions nouvellement affectés au ministère de la Santé, ce n'était pas la même configuration. Parce que nous avons travaillé, nous avons apporté notre contribution, nos petites connaissances. Quand on venait, c'était une seule direction générale du ministère de la Santé. Nous avons vu que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons fait des propositions. Et aujourd'hui, on trouve qu'il y a plusieurs directions générales qui fonctionnent tant mieux que mal.
ministère de la Santé a besoin d'un toilettage, a besoin d'être revu, réadapté. Nous avons fait notre travail dans le passé. On l'avait adapté à cette époque. Aujourd'hui, en 2024, ce n'est plus ça, le ministère de la Santé actuel. Il doit revoir, il doit être revu. C'est vrai qu'il y a la santé militaire qui est nouvelle au Gabon, il faut le dire. C'est une des nouvelles santé chez nous. Les médecins de santé militaire étaient au CHU. Quand j'étais directeur général là-bas, puisqu'il n'y a pas d'hôpitaux, il y avait juste le dispensaire de l'OMB, il fallait un hôpital. Ils étaient nombreux dans les établissements publics. Donc c'est une nouvelle organisation, c'est une nouvelle santé. Elle a besoin aussi de faire ses pas, de s'affirmer comme structure sanitaire. Je pense qu'on ne pourra pas rapidement remplacer tous les médecins civils par les médecins militaires. Ce sera aussi une erreur. Et puisque certains sons de cloche disaient que cela pouvait arriver, hein, qu'on tendait justement à ce remplacement de... Non, sur le plan médical, ce sera une erreur aussi. Ça, si jamais fait ailleurs, on ne sera pas les premiers. On ne sera pas les premiers. Non, les militaires, c'est vrai, la santé militaire est une santé rigoureuse, bien faite. Mais la santé publique en est une autre. La santé publique n'est pas la santé militaire. Les mots sont bien placés. Absolument. Les mots sont bien placés, docteur. Nous avons aussi, oui dire, hein, souvent vous parlez, vous évoquez quelques situations désagréables, notamment quelques dysfonctionnements au sein du ministère de la Santé. Évidemment, on a entendu quelques sons de cloche hein, dernièrement avant que n'ait été défait ses fonctions, mais quelques sons de cloche au niveau du ministère de la Santé, notamment en matière de contrôle initié par le ministre de la Santé, surtout notamment M. Guy Patrick Nombian. À ce niveau, pensez-vous qu'en orientant des contrôles à travers des structures privées, cela pouvait-il causer une problématique majeure, surtout que nous savons que la majeure partie aussi des citoyens ont un regard particulier vers les structures privées. Le problème des Gabonais aujourd'hui, le problème de santé au niveau des populations, les problèmes ne viennent pas des structures privées, c'est des structures étatiques. Là où le ministère de la Santé doit mettre son regard. Mais l'organisation ne permet pas à ces inspections de mener réellement les contrôles dans les structures publiques. Et c'est normal, ils ne peuvent pas le faire. Il faut une structure hors ministère de la Santé pour faire la police sanitaire. Nous, à notre niveau, dans les médias, nous avons le ministère de la Communication, mais nous avons également la haute autorité de la communication qui est censée réguler à tous ces secteurs, avoir le contrôle parfait sur l'organisation des médias. Pensez-vous qu'il va falloir peut-être aussi qu'à votre niveau, qu'il puisse y avoir cette structure qui puisse tout échapper? Effectivement, vous tombez à pic sur cette réflexion. Ça doit être du journaliste bien formé, c'est pourquoi vous en parlez librement. Effectivement, il nous faut une structure similaire. Voilà comment les choses passent chez vous. Je vous suis bien, tout le monde suit la communication. Effectivement, vous avez une haute autorité. Quand un média déraille, la haute autorité le redresse. Absolument. Ça, c'est une bonne approche. C'est cette approche que nous voulons pour la santé aussi. Exactement ça. C'est qu'il faut pour redresser les abus et les insuffisances observées au ministère de la Santé. Sinon, rien ne changera.
ça fait plus de 35 ans que je travaille. Je vous le dis aujourd'hui, s'il n'y a pas une suite de ce genre, rien ne changera. Le juge est parti. Ce sont des propositions que vous faites au nouveau pouvoir, surtout que nous savons qu'il y a désormais un nouveau pouvoir qui est censé réguler, parce que ayant pour mission la restauration des institutions de l'État. Mais bien sûr, le nouveau pouvoir a été saisi. Hein. Ah oui, nous avons informé le nouveau pouvoir. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas manque d'information. Nous avons saisi au nouveau pouvoir de cette question qui urge. Mais le problème, c'est que, vous voyez, ça a toujours été, c'est dommage, ça a toujours été comme ça. Même quand j'étais à côté du feu président, quand nous tournions, nous étions à l'intérieur, tout ça, les populations se plaignaient. Oh, le président, ici on n'a pas de médicaments, on n'a pas de sein, vraiment, ça c'est pas bon, il nous faut des médicaments. Et en réponse, le président disait, oui, j'ai compris vos plaintes. Dans quelques temps, je vais vous construire un CHU ici. La réponse n'était pas celle-là. Les populations demandaient juste les médicaments et le personnel. Et l'homme politique répondait par la construction d'un établissement au-dessus de ce qu'ils ont. Ce n'était pas une réponse appropriée. C'était même pour multiplier les problèmes. Si déjà au niveau des dispensaires, vous n'avez pas de personnel, ce n'est pas en mettant un centre médical que vous en aurez. Je crains que ça ne se passe pareil en ce moment. J'ai l'impression que c'est un peu ça qui se fait. C'est pourquoi je vous dis, il faut qu'il y ait chargé de cela, commencez déjà à tirer la sonnette d'alarme. Les plaintes sont ailleurs, les réponses viennent ailleurs. Je dis non. Les réponses doivent correspondre aux plaintes. On ne vous demande pas de construire des CHU, on vous demande par exemple des médicaments ou du personnel, vous construisez des CHU pour ajouter les problèmes. C'est ça qu'il ne faut pas aujourd'hui. Et nous saluons l'arrivée du CT, parce que nous essayons de voir. Ils essaient de répondre aux problématiques posées. Et c'est ça l'avantage. Parce que le CTD, tel que nous suivons, ils répondent aux problématiques posées. Ils évitent des réponses politiciennes. Parce que quand je demande des médicaments et le personnel, si vous me construisez un CHU, c'est politique. Alors qu'il faut régler le problème à la base. À la base. Il faut régler les demandes exactes, précises. En fait, en tenant compte des demandes prescrites à travers le cahier de charges, exprimées par l'ensemble des préoccupants. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, y a-t-il des propositions que vous avez à faire au gouvernement de la transition, justement, ce qui concerne un peu ce domaine? Vous voyez, les problèmes de la santé ils sont énormes. Mais on peut les solutionner. Et en aval et en amont. Vous voyez un peu les 3 cas de médecins qui ont servi dans les établissements de santé publique. Beaucoup sont morts malheureusement, mais pour ceux qui ont réussi à prendre leur retraite, par exemple, les anciens directeurs d'établissements sanitaires au Gabon, les médecins directeurs d'établissements sanitaires à la retraite au Gabon, aujourd'hui, ils sont combien vivants? Demandez au ministère de la Santé de vous donner ces chiffres. Les anciens médecins directeurs d'établissements sanitaires au Gabon, à la retraite, il reste combien vivants? Je ne sais pas si ils seront le nombre. Ce n'est pas évident. Si jamais ils ont ce nombre, que sont-ils devenus aujourd'hui pour servir de modèle aux autres, aux jeunes qui sont dans les facultés, pour leur donner envie de devenir médecin, de travailler, de sortir médecin, de terminer sa vie médecin? Demandez. Il y en a qui sont vus dans les quartiers, je ne vous dis pas en quel état.
Clochardisé. Mais à peu près. Un ancien médecin directeur d'un établissement sanitaire, d'un hôpital, qui va à la retraite, s'il a ses 400 000 ou combien de mille de francs de retraite, encore que quand il travaille, a-t-il pu construire une maison? Vous n'avez pas vérifié. Beaucoup n'ont pas pu construire. Hein. Parce que ce n'est pas facile de construire. Je vous dis, hein, beaucoup de médecins retraités n'ont pas pu construire. Le ministère de tutelle a-t-il une responsabilité dans tout ça? Ben, il y a une petite responsabilité. Vous savez, quand j'étais directeur de l'hôpital à Franceville, j'ai ouvert une ligne de crédit aux meilleurs agents qui dépassaient pas un montant pour leur permettre de construire, d'avoir un toit sur terre. Les ménagères, les garçons de salle, tous prenaient. C'était pas de l'argent, c'était du matériel. Je leur fournissais sous forme de crédit qu'ils remboursaient, du bois, du ciment, et ils construisaient. J'étais directeur de l'hôpital de Franceville, c'est vérifiable. Je l'ai fait. Donc, à partir de là, une autorité ministérielle pouvait aussi proposer une telle ligne de crédit à ces médecins, pourquoi pas? Des équipements de construction. Uniquement. C'est vrai que pendant l'exercice, peut-être c'était pas facile, mais quand ils sont à la retraite là, est-ce qu'il y a une action incitative? Il y a d'autres, le lendemain, on vous signifie d'être retraité, vous arrêtez et vous attendez. Attention, ce n'est pas évident que vous ayez votre retraite aussitôt. Vous arrêtez, vous faites votre dossier, vous déposez, vous attendez X temps, le temps d'avoir les signatures par ça. Mieux vaut demander un emploi que de faire un dossier de retraite. C'est plus long. Le dossier de retraite, c'est une demande d'emploi. On va vous demander d'amener ce papier ici, par-ci, par-là, il faut tourner. C'est pas évident que vous ayez des véhicules. En taxi, il faut encore. C'est compliqué pour un médecin retraité d'aller faire son dossier retraite. Si il le fait, il y a du temps qui passe. Ce temps-là, il n'est pas payé. Hein, quand la date est arrivée, c'est suspendu hein, à la solde, c'est coupé. Donc il va flotter un peu en attendant que ce retraite lui soit versé. Mais les services rendus et autres qui étaient promis, on ne vous les envoie pas systématiquement, hein. Ce n'est pas calculé comme dans le passé. Dans le passé, une fois de la retraite, il y a des services au niveau du budget qui font tout là-bas et tout à la solde. On vous appelle, voilà, c'est comme ça, et c'est bien. Aujourd'hui, on vous demande de faire vous de demander vos droits. Ce n'est plus un droit pour vous, c'est une demande, c'est une faveur même, parce que s'il faut demander, c'est que vous demandez une faveur. Il faut écrire au Conseil d'État. Il faut supplier au Conseil d'État qu'on vous donne. Et ce qui paraît être vos droits. Ce qui paraît être vos droits, il faut supplier. A-t-on besoin de supplier quand nous savons que légalement, c'est reconnu que cela est censé revenir à l'employé ayant servi depuis C'est la situation actuelle. Il faut écrire au Conseil d'État. Donc il faut supplier pour entrer dans cette loi. Cela est-il conforme à la loi fondamentale, la Constitution gabonaise qui pourtant détermine cela comme étant déplorable? Demandez au Conseil d'État qui donne ces accords, à qui on s'adresse, pourquoi accepter cette procédure alors que les calculs sont faits systématiquement. Quand vous devez aller à la retraite, il y a des services, il y a des fonctionnaires à la solde, au budget, qui calculent que ce monsieur va à la retraite, voilà, ça se passerait comme ça. Et normalement, on ne devait même plus refaire un dossier de retraite.
Ça veut passer d'un statut à un autre. Le fonctionnaire, attention, quand il passe au statut de retraité. Ce serait plus facile. Mais il y a une volonté de faire retarder les choses. Cette volonté est-elle politique? Tout est politique chez nous. C'est la politique qui dirige tout, qui gouverne tout. Effectivement. Comme nous comptons sur le CTI pour redresser toutes ces choses, parce que ce n'est pas normal. Parce que la restauration des institutions aussi sous-entend traiter tous ces problèmes vraiment de fond en comble. Mais bien sûr, bien sûr. C'est pour cela que je dis que c'est même pas bon. C'est bien d'avoir décidé de pouvoir le faire en 2 ans. Je verrai comment. Parce que sauf si c'est fait d'une manière un peu négligée. S'ils veulent aller en profondeur, je crois que 2 ans c'est insuffisant. Il y a des problèmes de fond. Hein. On verra au dialogue. Il y a des problèmes de fond. 2 ans c'est vraiment insuffisant pour restaurer. Pour restaurer les institutions. 2 ans, régler de fond en comble toutes ces préoccupations qui gangrènent le fonctionnement de l'État gabonais, comme vous venez de l'époque. Oui, je disais tantôt, quand quelqu'un me disait comment ça peut se faire, la Constitution peut se voir, j'ai dit attention. Il y a eu combien de législations? Les députés travaillent tous les jours. Et leur travail, c'est sur les lois. C'est sur les lois. C'est pas une petite affaire. Hein? Sauf si vous voulez bâcler, vous allez passer dessus. S'il faut aller au détail, c'est pas une petite affaire. C'est pas une petite affaire. Beaucoup de choses ont été faites. Les gens ne parlent que des choses qui les concernent. Mais le fondement de la République, il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans ces lois. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas. Si vous allez au détail, les députés ont travaillé. Et c'est sur les lois, uniquement des lois. C'est des décennies de travail. Ce n'est pas une affaire de 5 ans, 10 ans. C'est de cinquantaines, soixantaines d'années de législature. Donc c'est du travail, c'est des documents qu'il faut regarder attentivement. Prendre le temps de tout lire, de prendre le travail des députés là quotidiennement. Qu'est-ce qu'ils faisaient quotidiennement? Si l'État a dépensé autant d'argent, c'est parce qu'ils ont pondu beaucoup de lois. Il n'y a pas seulement les lois sur l'élection. Hein. Il faut voir. Il y a beaucoup de lois. Il n'y a pas que sur les élections. Même sur les élections, il faut aller au détail. Vous serez surpris de découvrir certaines choses. Vous croyez que quand on nous demande de dépénaliser l'homosexualité, c'est une petite affaire, ça? C'est une affaire qui va prendre nos mœurs. C'est pas parce que en Italie ou en France on est homosexuel que le Gabon devient être homosexuel. Non. Moi je dis non. Non. Il y avait une pénalisation qui était là. C'était une machette. C'était un fouet. Mais qui n'a jamais été utilisé. On n'a jamais mis quelqu'un en prison pour autant. Absolument pas. Non. Mais il y avait ce fouet. Il était là. Il était là. Il empêchait certains abus. Mais si vous l'enlevez, c'est que vous autorisez. Il faut être clair. Vous n'allez pas dire non, on a seulement dépénalisé parce que... mais non. Quelle est l'intention? Quelle est l'intention derrière cette dépénalisation? C'est d'avancer. Alors, vous dépénalisez quelque chose et vous dites son contraire. J'ai lu quelque part que l'on allait au Gabon et c'est cela, mais on a dépénalisé quand même. Attends. Non. On ne peut pas le faire. C'est une question qui n'a même pas besoin d'être traitée. Ça restait comme ça, ne dérangeait personne. On n'est jamais venu penser les homosexuels, on les connaît. Que librement, ils travaillent. En sachant que ce n'est pas autorisé chez nous. La pratique est là. Qui sont homosexuels par des insuffisances hormonales. Il y a des situations comme ça. Donc, on ne peut pas, nous-mêmes on sait, pourquoi on n'en fait
Il y en a qui c'est une pratique pour, je ne sais pas quoi. Les quêtes de pouvoir. Il y a beaucoup de choses. On ne se mêlait pas de ça. Il y avait des limites. Mais dépénaliser, c'est autoriser le mariage. Donc vous dites que non, le mariage, il faut être entre hommes et femmes, mais en attendant, l'homosexualité, on ne parle pas de choses dont on ne maîtrise pas. Ces députés n'étaient donc peut-être pas à la hauteur de la responsabilité qui était à leur, du mandat qui leur avait été accordé. Vous savez, j'étais en France, j'ai étudié, j'avais un professeur qui lui-même déjà à le voir, je sais que ce type est quand même un homosexuel. Il était venu parler de ça, donner un cours sur les rapports sexuels entre individus, entre hommes et hommes, femmes et hommes, femmes. Vous pensez que je n'ai pas pu, je me suis tué? J'ai levé ma main, je lui ai posé des questions, il s'est senti mal. On est à Paris 13e, il s'est senti très mal. Tout à la fin, il a dit, effectivement, chers confrères, chaque pays a ses normes et ses lois. Chez nous, c'est toléré. Chez vous, vous avez des raisons valables, vous venez de signifier ici, on ne peut pas le faire. Et je vous comprends. J'ai dit, ok. Il ne pouvait pas faire une disposition internationale. Il voulait, tout de suite, je l'ai répété. Il a compris, il a dit, oui, c'est normal. Vous êtes énorme et responsable. Chez nous, là, on a grandi avec ces choses, nos rois, nos pays, ils sont là, mais chez nous, j'ai dit, ok, dans votre société, ça se passe, mais chez nous aussi, c'est autrement. On était restés clairs. C'est un souhait que vous émettez qu'avec l'avènement du CTRI, que toutes ces préoccupations soient revues, surtout avec l'annonce au Chili. Vous savez ce que ça coûtait quand j'allais voir dans les séminaires mes confrères? Oh, vous avez entendu le conseil de l'homosexuel, dans des blagues. C'était brisant. C'était méprisant. Est-ce qu'en Afrique, est-ce qu'on a besoin de ça? On sait que ces pratiques existent. Nous le savons. Nous les voyons. Ils sont plongés. Mais ça, c'est pas bon. C'est pourquoi les endroits publics, ils ne s'excitent pas. Vous savez que les homos, ils sont très débordants. Hein. Ils débordent facilement. Hein. Vous accordez le droit, ils prennent la tête. Donc, ce n'était pas nécessaire de payer de l'argent, de faire des sessions, payer des gens députés, de statuer sur ce fait divers. Et s'il pouvait y avoir l'influence d'un lobbying, par exemple, derrière? Mais, quel que soit le lobbying, nous sommes un pays qui a ses fondements. Le Gabon est un pays qui a ses fondements. Notre société africaine n'est pas homosexuelle. Non. Notre société, même s'il y en a qui le font, les gens savent, mais ça se fait en cachette. D'abord, c'est des choses de chambre. Je ne sais pas comment on parle comme ça. Si on est venu expressement parler de ça, c'est parce qu'il y avait une intention de libéraliser cette activité. C'est ça, le fondement. C'est pourquoi non. C'est ça. Cela caractérise un danger pour les générations futures. Mais c'était un danger réel. C'était un danger réel. On ne peut pas laisser ça comme ça. C'était un danger réel. Nous sommes un pays sous-peuplé. Nous avons besoin de surpeupler notre pays. Par des voies naturelles, des voies normales. Le mariage chez nous a toujours été homme et femme. Comme par coïncidence, à un moment donné, il y avait un mois de mariage. Hein. C'était plus comme avant, quand il y avait cette histoire de loi sur les homosexuels. C'était pas bien. C'est des sujets qu'on ne devait pas en parler comme ça. Qui pourtant étaient autrefois tabous. Oui, tabou, c'était tabou.